après avoir évoqué le top 14 et la bonne santé des clubs français. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien, c'est rien. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Magnifique. Validé donc. Par Francis Cabrel. Non, mais ça c'est. Du coup, on pourra plus jamais le changer. Hein. C'est extraordinaire quand même. Philippe Spanghero qui est encore tout ému hein, parce que pour la petite histoire, Francis Cabrel a applaudi. Ouais. Il a applaudi. J'ai senti beaucoup d'émotions. Je vous cache pas que je suis un peu chamboulé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ma dernière chronique parce que autre chose m'attend. Et je sens qu'il y a des moments, de vie comme ça, des moments de bascule. Et voilà, j'ai senti Francis Cabrel ébranlé par l'intensité du moment et je m'attends à un coup de fil, peut-être même d'ici la fin du week-end. Voilà, j'ai vu passer le contrat pour la première partie, par contre. Ça, c'est sûr que tu vas le faire. Hein. Connaissant Philippe Spanghero, il va vouloir faire le Stade de France immédiatement. L'Olympia, il l'a déjà fait. Et le pire, vous voulez que je vous dise? Le pire, c'est que c'est vrai. Mais il a pas chanté. Le pire, c'est que c'est vrai. Il a déjà fait l'Olympia, ce monsieur. C'est complètement fou. C'est Sud Radio Rugby, hein, c'est ça, des consultants exceptionnels. Et aujourd'hui, dans ta chronique, Philippe, on va évoquer le top 14 et la Pro D2, qui serait en bien meilleure santé qu'il y a quelques mois, hein, forcément, après le Covid-19. Est-ce que la crise est passée? Oui, je crois qu'on peut dire que la crise est passée. Ces nouvelles, elles font du bien. Elles montrent qu'on est dans le vrai dans le rugby français, surtout quand on voit tout ce qui s'est passé chez nos voisins anglais et les abus qui ont amené ce déséquilibre et ces faillites en cascade des clubs historiques du championnat anglais. Donc ça montre qu'on est plutôt de bons élèves. Mais attention, du côté français, on a tendance quand même assez vite à se gargariser et à penser qu'on est dans le vrai et à manquer de capacité de remise en question. Il faut toujours rester vigilant. Aujourd'hui, on est sur les rails de la bonne conduite pour plein de raisons. La première, c'est que on a des présidents qui sont assez raisonnables. On a cette bulle spéculative sur les salaires qui a été cassée par le gel du salary cap et puis la dégradation de la masse salariale autorisée et donc qui a amené une régulation sur ce poste-là qui est le poste qui avait fait flamber complètement les budgets des clubs au début, j'allais dire, de l'ère Boudjelal. Il n'était pas le seul, bien sûr, à avoir créé ça, mais c'est lui qui a été le premier à mener cette starification, ces gros salaires avec Jackie Lorenzetti au moment du rachat du Racing 92. Donc ça a été plutôt régulé et on a retrouvé une forme de raison par rapport à ça. Et puis ensuite, il y a ce sport qui continue à attirer de plus en plus de monde, que ce soit d'un point de vue B2B, ce qu'on appelle les entreprises et la relation publique, et puis des spectateurs, puisqu'on a une affluence moyenne de plus de 14 500 personnes cette année, qui s'explique d'abord par l'engouement, qui est un record, et qui s'explique par plusieurs facteurs. Par des clubs comme l'UBB, le travail exceptionnel qui est fait à Bordeaux, qui est la plus grosse affluence du monde du rugby, et c'est à souligner du monde et du monde des clubs, et assez largement en plus. Donc c'est assez exceptionnel parce que cet engouement du côté de Bordeaux, il faiblit pas. Et puis ensuite, on a les clubs qui ont des capacités de stade moins importantes, qui délocalisent de plus en plus, puisqu'ils sont régulièrement à guichet fermé et ils vont chercher de nouvelles ressources en essayant de vendre plus de billets et plus d'hospitalité en délocalisant. Et on voit les initiatives régulières du RCT au Vélodrome, on voit les initiatives... Ce sera le cas demain, d'ailleurs. Voilà, et on voit les initiatives du Racing, alors pour d'autres raisons, mais à Lens, dans des stades plus grands. Et donc, ça amène quand même une inflation au niveau de l'affluence. Donc, on peut que s'en réjouir.
Ouais, ça c'est vrai qu'on peut consommer. Quand on regarde un petit peu ces produits d'exploitation qui ont bondi de 43%, comme tu le disais, ces records d'affluence de 14 500, on parle même d'ailleurs de montée des audiences auprès du diffuseur Canal+, et puis aussi sur Sud Radio Rugby. Nous on le ressent, hein. On ressent que le rugby vibre sur nos antennes. Et d'ailleurs on vous remercie, hein, chaleureusement, mais on le sent que le rugby vibre plus. Alors comment expliquer cette nouvelle vibration ? Est-ce que c'est dans le sillage de l'équipe de France, Philippe ? Est-ce que c'est l'effet post-Covid où on reprend nos plaisirs parfois ancestraux ? On se souvient d'une magnifique phrase dans le film Le secret de ses yeux, film magnifique argentin. Un homme peut changer d'habit, peut changer de lieu où il vit, de langue, mais il ne changera jamais de passion homme avec un grand H. Est-ce que la passion rugby, comment expliquer cette vibration nouvelle de la passion rugby ? Alors d'abord, il faut remettre en perspective les chiffres parce qu'ils paraissent énormes, mais ils sont à comparer avec la saison précédente qui était une année Covid. Donc on reparlera un peu plus en détail des chiffres tout à l'heure parce qu'ils nous donnent des informations très intéressantes, ces chiffres. Mais pour revenir à ta question, clairement, l'effet équipe de France est un facteur clé. Voilà, j'ai toujours dit aux clubs avec lesquels je travaillais, aux présidents de clubs que je croisais, qui mesuraient peut-être pas à quel point l'équipe de France jouait un rôle de locomotive dans la bonne santé du rugby français, pour des raisons très simples. Les meilleures audiences d'une très belle affiche de championnat sur Canal+, ça fait 700 ou 800 000 personnes. Le plus mauvais match, la plus mauvaise affiche du 15 de France, alors ok, on peut comparer service public, chaîne cryptée, chaîne publique, mais la moindre affiche du 15 de France fait 6-7 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas à expliquer autre chose, c'est-à-dire que l'équipe de France a amené une curiosité par sa réussite ces dernières années. On a des têtes d'affiche, on a des joueurs qui portent haut les valeurs du rugby. Il n'y a pas d'affaires. Il y a des joueurs qui ont un comportement irréprochable, qui gagnent. Donc on aime la France qui gagne, et aujourd'hui on a cette chance-là. Donc il y a une conjonction de facteurs hyper favorable. Il y a un point de vigilance pour moi dans cette dynamique qu'il faudra régler assez vite. C'est la dimension de la santé des joueurs et du sujet des commotions, qui va amener des vraies questions sur la dynamique de recrutement des licenciés. Ça, c'est un point de vigilance majeur sur lequel, pour moi, on a pris du retard. Mais à part ça, tous les voyants sont ouverts parce que ces fameuses valeurs du rugby qui sont notre socle marketing, elles sont portées aujourd'hui par ces joueurs de l'équipe de France, par nos locomotives marketing, et finalement par tous les clubs. On voit de belles attitudes, on voit de belles images dans les stades entre les supporters, on voit toujours de belles images du rapport aux joueurs et aux arbitres. Donc on a un sport qui reste assez préservé, et ça c'est un élément qui explique en grande partie la bonne santé des chiffres. Justement, ces chiffres-là, est-ce que tu peux nous aider à les comprendre, Philippe ? Les chiffres que dévoile ce qu'on appelait avant la DNACG qui est l'autorité de régulation des clubs professionnels français. Ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, c'est que les produits liés au sponsoring et aux entreprises privées stagnent depuis la période avant Covid. Donc, on pourrait se dire que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais moi je trouve que c'est loin d'être une mauvaise nouvelle parce que certains secteurs d'activité ont beaucoup souffert du Covid, et donc on aurait pu aussi craindre une baisse assez significative des partenariats. C'est pas le cas. On a ce relais de croissance sur la billetterie grand public dont on vient de parler, et ce qui est plutôt intéressant, c'est les chiffres consolidés de pertes. Aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis, ils nous apprennent quoi ? 28 millions d'euros de pertes cumulées du rugby professionnel. Ça peut paraître beaucoup comme ça aux novices, c'est très faible. Surtout quand c'est remis en perspective, c'est-à-dire que sur ces 28 millions d'euros cumulés de pertes top 14 Pro D2, il y a 26 millions pour le top 14, et sur ces 26 millions, il y a 19 millions de pertes pour un seul club. Ce qui là, pour le coup, est complètement déraisonnable et colossal. Alors, ça n'a pas été officialisé. La rumeur dit que c'est le Stade français. Mais en tous les cas, il y a un club du top 14 qui porte à lui tout seul
80% de la perte du top 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 26 millions d'euros de pertes en top 14, il y en a un qui pèse 19 millions, donc il reste 7 millions de pertes cumulées pour les autres clubs, ce qui est très faible. Donc ça veut dire que finalement, on a trouvé une économie quasi réelle aujourd'hui, qui est tirée justement par la bonne santé des jours de match, de ce qui se passe les jours de match et des revenus jours de match. Et ensuite, c'est un peu ce que le Covid nous a rappelé aussi, hein, que Exactement. Les jours de match étaient tellement importants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette analyse de la Pro D2, qui est un championnat qui se développe, on le dit tout le temps, on a plaisir à le commenter, il y a de grosses écuries, ça se structure. Et la Pro D2, elle, c'est 2 millions d'euros de pertes cumulées sur 16 clubs. C'est rien. Donc là, pour le coup, en Pro D2, on a un modèle. Il y a des clubs qui gagnent de l'argent. Alors, il y a des clubs qui équilibrent. Il y a des clubs qui équilibrent. Attends, mais voilà, dans le rugby, dans le sport professionnel, c'est extrêmement rare, des clubs qui équilibrent. Alors attention. Les mécènes ou les investisseurs, comme Montpellier ou autres qui mettent, comme Altrad par exemple, peut-être sont en perte, mais à côté avec leur société ont un rendu. Bien sûr. Exactement. Alors donc, c'est toujours un débat. Donnant, voilà. Tu vois, c'est toujours un débat extrêmement subjectif parce que en réalité, d'abord déjà, il y a quand même un petit bémol à mettre, c'est que ces chiffres, ils sont un peu durs à analyser parce que la saison dernière, il y a encore eu un bout d'aide Covid qui sont venus impacter quand même positivement. On parle des chiffres de la saison dernière, c'est ça ? Voilà, on parle des chiffres de la saison dernière. Donc là, il faut quand même faire un peu attention. C'est pour ça que je dis que je trouve que la dynamique est positive, mais il faut maintenir un point de vigilance. Et deuxièmement, il y a certains clubs qui ont des gros mécènes qui habillent un peu l'équilibre des comptes en gonflant le sponsoring. Voilà, par exemple, je dis pas que c'est le cas, mais un Altrad pourrait dire une année, au lieu de mettre 2 millions d'euros sur le maillot, on le passe à 3 millions d'euros et puis voilà. C'est des mécaniques qui ont pu exister et donc il faut garder un point de vigilance. Mais là où je rejoins Julien, c'est qu'aujourd'hui, globalement, le rugby reste un très bon rapport qualité-prix en termes d'impact parce que tous les présidents mécènes qui viennent y chercher quelque chose. Alors, moi, je leur tire à tous mon chapeau parce que accepter de perdre de l'argent, même pour ceux qui en ont beaucoup, c'est quand même toujours une démarche particulière parce que ils le font pour donner du plaisir à des gens qui vont au stade tous les week-ends, à des gamins. Et donc, peu importe les raisons pour lesquelles ils le font in fine, la démarche, elle sert le territoire. Donc ça, moi, je tire mon chapeau à ces gens-là parce que sans eux, notre sport n'en serait pas là où il est. Mais derrière, en effet, ils cherchent à optimiser leurs investissements et leurs pertes. Donc, pour certains, ça va être du business direct. Pour d'autres, ça va être du lobbying territorial avec les politiques, etc. Mais ça, c'est normal quelque part parce qu'ils essaient de mesurer leur niveau d'investissement et de perte. Donc aujourd'hui, grosso modo, malgré tout, les voyants sont plutôt ouverts. Cette bulle spéculative des salaires a été cassée par cette règle hyper intéressante du gel du salary cap. Aujourd'hui, on a des présidents qui ont retrouvé une forme de raison. On a vu, je le répète, côté anglais, à quel point ça pouvait être dangereux de spéculer sur le rugby. On a une DNACG extrêmement vigilante qui amène aussi cette stabilité et qui force les présidents de clubs qui voudraient s'emballer un peu à garder une forme de raison. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, pour moi, on a le championnat le plus stable du monde et la plus grosse économie du monde du rugby. Parce qu'on parle de plus de 500 millions d'euros d'économies générées. Et ça, c'est plutôt très positif et je crois qu'il faut s'en réjouir. Ouvrons le débat, tiens. Rémi Mességuier, Rémi Ruggiero, Julien Thomas, avec Luis Panguero. Est-ce que pour vous, le top 14, à ce jour, est le plus fort championnat du monde, sportivement, économiquement, structurellement, Rémi Ruggiero ? Ouais, parce qu'il attire aussi peut-être beaucoup de grands noms. Il y a quand même une lumière quand on vient top 14 aujourd'hui. Bien sûr, il y a l'attrait financier qui rentre en considération. On va pas se mentir, ne soyons pas naïfs. Après, c'est quand même un top 14 aujourd'hui, une compétition qui rayonne, je trouve, comme l'a expliqué Philippe, par plusieurs aspects. Une compétition sur laquelle, sur l'échiquier européen aujourd'hui, elle s'impose assez souvent. Elle donne du fil à retordre aux Anglais et aux Irlandais, même si du côté d'Angleterre aujourd'hui, on voit bien l'exemple qui
se multiplient et les problèmes financiers qui en découlent. Après tout, ce top 14 aujourd'hui est en train de grandir et je crois qu'on n'est pas prêt, encore une fois, de se rendre compte de ce côté exponentiel du top 14 qui, pour moi, n'a pas encore fini de nous surprendre. Il n'y a pas risque de se voir un peu trop beau là quand même, Rémi Mességuet, quand on voit à quel point le top 14 est en bonne santé et les autres en difficulté? Non, je suis pas tout à fait d'accord qu'on se voit trop beau parce que le top 14 il n'est pas arrivé au maximum de ce qu'il peut donner. C'est surtout ça en fait. On pourrait avoir peur de se sentir trop beau si on sentait qu'il n'y avait pas d'axe de progression, mais là le top 14 il a encore des axes de progression. On voit que les audiences chez le diffuseur tous les dimanches soirs en prime time sont très bonnes, qu'elles arrivent à faire de très bonnes audiences qui ne se rapprochent pas encore tout à fait de ce que faisait la Ligue 1 chez ce même diffuseur il y a de cela quelques années. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui le top 14 est le seul championnat de rugby qui joue en prime time le dimanche soir sur une chaîne. C'est ça qui est quand même aussi incroyable. Julien Thomas. Ah oui, non, mais pour moi, c'est le top 14, c'est carrément le championnat le meilleur du monde. C'est déjà ça, c'est attractif, et notamment avec des grands joueurs planétaires qui viennent y jouer. Donc ça, c'est un premier point qui donne quand même un signal fort. Et puis surtout, je pense qu'il y a aussi ce côté économique après Covid qui est solide, et justement on vient d'en parler dans le débat avec Philippe, mais c'est surtout qu'il faut penser, il y a la Pro D2 qui fait que cette pépinière est justement... On rappelle qui est le seul championnat de deuxième division totalement professionnel dans le monde. Exactement, donc moi je pense que ce format-là pour l'instant est parfait. Comme disait Rémi, il faut que bien sûr il y a des axes d'amélioration, et surtout sur les matchs joués par les internationaux avec cette Champions Cup, et puis avec tous ces matchs bien sûr à l'année qu'on leur tire sur la corde. Mais le format pour moi est idéal quand on voit les Anglais. Alors après bien sûr il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, parce que les Français on est comme ça, et puis après on se tape sur les doigts qu'on n'a pas réagi. Et oui, et ce top 14 et cette Pro D2 donc en très belle santé. La crise est passée selon Philippe Spanghero. La chronique à retrouver sur la page Sud Radio, sur la chaîne Sud Radio sur YouTube. Vous êtes près de 800 000 abonnés. On n'est pas loin du compte, on n'est pas loin des 800 000. Merci pour tout, de nous suivre et d'être aussi fidèles.